Épisode 5. Donc, psychanalyse du maître Omra Mikhaila Ivanov. Je vais maintenant reprendre donc les articles de journaux et je vais expliquer au fur et à mesure, comme j'ai déjà beaucoup expliqué préalablement dans l'autre épisode. Je vais continuer avec les lectures. À la décharge du lecteur, il faut reconnaître que les articles, ce sont des photocopies, c'est assez vieux, donc on voit très mal. Donc je comprends que parfois, il puisse décoder avec difficulté, mais je pense qu'il n'est pas non plus super dur en lecture quand même. Allons-y, toutefois. Ivanov habite la maison de la rue de la Monesse en compagnie de sœur Stella et de son factotum, frère Jahin. C'est donc frère Jean, qui entre autres a offert le Bonfim. Le Bonfim, c'est comme une propriété qui vaut une fortune aujourd'hui, qui est à Fréjus, pas trop loin de la mer, euh, qui, qui a été donné, quoi, acheté par frère Jean et qui a été donné ensuite à la FBU. Pas mal, pas mal. FBUI, FBU, Fraternité Blanche Universelle Immobilier, tant qu'à faire. Et évidemment, il y a d'autres terrains qui ont été rachetés au fur et à mesure du développement. Donc le Bonfim s'est encore agrandi, mais la propriété de Bonfim vaut une fortune immense, colossale aujourd'hui. Un ancien coureur automobiliste. Parfois, il quitte Sèvres pour aller se profaner dans les boîtes de nuit de Montmartre. Un Donc là, on est en train de parler d'Omram, évidemment, qui parle de pureté, qui parle de... Les humains, ils sont terribles, les humains, ils se sucent, ils se lèchent, disait-il d'un air profondément dégoûté. Mais enfin bon, il allait se défoncer dans les boîtes de nuit, tout en prêchant qu'il était en contact avec le maître du monde pour l'arrivée de l'âge d'or sur Terre, qui aurait dû arriver donc dans les zones 1950 déjà. mage doit tout savoir. Père, P. Peir, c'est donc un inspecteur de police qui va commencer à s'intéresser au cas Omram parce que il suce beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de filles qui tournent autour de lui. Bon, il y a une manipulation très claire, quoi. Donc la police commence à s'intéresser et vont faire une enquête lente et progressive. Et ça, c'est typique d'Omram. Quand il va en boîte de nuit, c'est pas du tout pour se défoncer, pour draguer les nanas, pour rien. C'est parce qu'un mage lumineux doit tout connaître. Donc voilà. Donc on a affaire à un être profondément manipulateur. Au début, moi, j'étais outré quand j'ai appris qu'il baisait des petites gamines, quoi. C'était vraiment. Mais je me suis dit bon, il s'est maintenu à une discipline auquel il n'a pas pu faire lui-même face et il a craqué un petit peu. Il y a encore quelque part des excuses, tandis que c'est un manipulateur machiavélique, pervers narcissique qui ment, qui manipule depuis le début en réalité. Donc c'est vrai, découvrir encore plus, ça va encore plus loin que prévu. remarque que 2 ou 3 fois par semaine, 4 toutes jeunes filles, jamais les mêmes, pénètrent furtivement dans la maison et en ressortent, plusieurs heures après, les yeux brillants et la mine lasse. 4 filles en même temps. Quand on est un mage, on a la patate quand même. Hein. Bravo Papa Omram, bravo. Donc ce manège, pour qu'il soit noté que la police commence à suivre tout ça caché, faut quand même que ça les intéresse. Faut pas oublier, on est en 1947, ils sortent, il n'y a pas loin de la guerre mondiale, avec toute la reconstruction de la France, et malgré tout, Omram se fait remarquer. Vers la fin du mois d'octobre, brusquement, Ivanov disparaît et les jeunes filles ne viennent plus rue de la Monesse. Donc on va voir après pourquoi euh, il disparaît d'un seul coup, parce qu'il va y avoir des problèmes avec le maître de la sagesse, le maître du monde qui va porter l'âge d'or, etc. Et qui va l'accuser ouvertement quand ce maître qui était en contact avec lui, qui venait par son corps astral et qui parlait avec le saint qui est Mikhail Ivanov, eh bien, quand le mec va arriver, il va dire non, non, attends, là, ça marche plus.
Peir réunit toutes ces observations dans un rapport qu'il présente à ses chefs. Alors, euh, pour, pour aller plus avant, donc peut-être vous ai-je déjà dit que dans les eaux de 40-41 déjà, euh, le maître Peter Donov dit à Mikhail Ivanov, non, non, reviens. Il est hors de question que tu restes au nom de la fraternité en France. Reviens parce que ce que tu fais, c'est une catastrophe. Et il va refuser, hein, parce qu'il est dans le poulailler, comme je le disais. Hein, il a des jolis poulettes tout autour de lui. Donc, donc ça c'est, hein, il n'est pas discret en plus. La police le suit. Peter Donov, de l'autre côté, en Bulgarie, le sait aussi. Donc en plus, il n'est pas discret. Il est très sûr de lui, de ce qu'il peut faire. Il n'est pas du tout discret. Et donc, il va, pour avoir plus d'informations, il va aller voir des grands maîtres, des médiums, en envoyant ensuite des personnes au milieu pour qu'on ne puisse pas le voir. Et quand le grand maître de la fraternité va arriver, il va dire non. Alors attendez, il faut que je retrouve le passage. L'accusation est vague, bien sûr, Voilà, mais elle est proférée par le Mahashoha Brahitma, qui est directeur mondial de l'Union spirituelle universelle et qui prétend être descendu de l'Himalaya pour orienter l'humanité vers un destin meilleur. Chauhan est-il réellement le prince Om Shirenzilind du royaume d'Aya? Om Shirenzilid. Souvenez-vous de ce nom parce que ça va apparaître après, c'est très important ce nom. Dur-Shan dans le Gobi? Est-il exactement le chef de l'Agartha, assemblée des sages et instructeurs spirituels de l'humanité, et le régent de l'Empire spirituel universel? Cela, nous n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est que le Mahashonan est porteur d'un très authentique passeport délivré par les autorités des États-Unis. Mahashohan aussi donc. Et effectivement, j'ai fait des recherches sur lui, on ne trouve rien après. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé sur ce personnage. Il aurait pu être arrêté aussi après, être un escroc lui-même, ce qui est peut-être le cas. Ce que je dis simplement, c'est que moi, j'ai rien trouvé sur ce personnage qui va dévoiler Mikhail Ivanov, le révéler en tant qu'arnaqueur et baiser, quoi. Ce qui va plonger Mikhail Ivanov dans une terreur totale et qui va le pousser à faire erreur sur erreur. Et que toutes les accusations d'imposture portées contre lui se sont effondrées. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il accuse Ivanov d'indécence et qu'Ivanov a disparu depuis qu'il l'a démasqué. Et ouais. Donc les accusations qui tombent à l'eau, c'est contre le Maha, Shohan, blablabla. Par contre, Mikhail Ivanov, quand il est attaqué par l'autre en disant qu'il organise des partous, etc., il se barre, il part se cacher. Est-ce la réaction de quelqu'un d'innocent? Donc d'abord, le manège des 4 filles qui viennent régulièrement à Paris ne viennent plus parce qu'il a disparu, mais en plus, quand le Mahash Chauhan lui dit non, non, mais lui, c'est hors de question parce que non, 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 Mikhail Ivanov se barre. Donc c'est une réaction qui ne respire pas l'innocence quand même. Hein. Surtout que le Mahash Chauhan, c'est quand même pas à la police. Donc s'il lui dit ça, bah, il peut répondre ou refuser ou insulter, que sais-je. Mais il se barre parce qu'il sait qu'il attire la police, il attire un peu tout le monde et il sait qu'il a fait trop de bruit. Même Peter Donov est en colère contre lui. Enfin, maintenant, il est mort en 1947, parce que Peter Donov est mort en 1944. Mais ça lui a tellement pété dans les doigts et dans la tête qu'il peut même pas être discret. Voyez un peu cela, Peir, et tâchez de recueillir des plaintes. Mais allez-y prudemment. Il y a des diplomates étrangers dans cette fraternité. Si c'est une querelle de boutique entre mages, nous n'avons pas à y fourrer notre nez. Peir s'efforce de voir cela, mais il n'est pas facile de donner le change et de passer inaperçu des adeptes. Le policier se souvient alors d'une jeune femme qui s'était offerte plusieurs fois à l'aider dans ses enquêtes.
Péir l'ayant tirée un jour d'un mauvais pas où elle avait risqué de peu la perte de sa réputation, de sa situation et de sa fortune. La blonde Nadine lui en est reconnaissante. C'est une très belle femme de 28 ans, cultivée, racée, bien élevée et riche. Si elle n'appartient pas au monde, elle est mieux que du demi-monde et son hôtel de la rue de la Faisanderie est fréquenté par la fine fleur de la société. Nadine applaudit à la proposition de Péir qui satisfait son goût de l'aventure et sans plus tarder se met en campagne. Sœur Stella et frère Jahan accueillirent la catéchumène et se mirent en devoir de l'endoctriner. Mais chaque fois que sœur Nadine réclamait le maître, on ne lui faisait que d'évasives réponses. La jeune femme, cependant, en faisait parler habilement frères et sœurs de la communauté, recueille des renseignements précieux qu'elle transmet à Péir, tant sur le comportement folâtre d'Ivanov que sur les noms de ses éventuelles victimes. Après des semaines de pieuse assiduité, Nadine arrache à Stella l'adresse du mage en fuite. Il est caché avenue du Général Leclerc, à Lyon, dans l'hôtel d'un frère haut fonctionnaire des postes. Il faut savoir que Mikhail Ivanov, il a toujours parlé de Lyon comme une ville très obscure où il y avait beaucoup de magie noire et qu'il ne voulait absolument pas y aller, ni mettre les pieds, ni rien. Eh ben, c'est raté, encore une fois, un autre mensonge. Comme quoi le pervers narcissique est capable d'effacer sa vie comme bon lui semble pour arriver à ce qu'il veut présenter. C'est quand même très fort. Quand on connaît tous les trucs, c'est quand même très fort. Nadine y court et voit, enfin, le maître. Seule votre grande âme, ô frère Michael, pourra comprendre la mienne et l'initier au vrai, au pur, au beau, lui dit-elle, d'emblée. Je suis riche, je veux sacrifier tous mes bijoux, hochés de vanité, sur l'autel de la fraternité. Ivanov se laisse convaincre et revient, non à Sèvres, mais à Paris, où il se cache chez des disciples. Le plus souvent, c'est rue Théodule Ribaud, dans l'appartement d'un diplomate argentin où jamais policier n'aurait osé le chercher. Donc encore une fois, là on voit que le mec sait agir pour connaître du beau monde et utiliser ce beau monde. Hein. Même aujourd'hui, Omar Mikhail Ivanov est enterré dans le jardin de sa maison parce que il était très ami avec le maire et toute la famille de Fréjus, ou de Saint-Raphaël, j'ai oublié, qui est un personnage politique qui fut très haut placé aussi. Et donc, avec la maman de ce personnage politique, elle a passé quelques coups de fil et hop, il a pu se faire enterrer dans son jardin. Ce qui n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. En connaissant beaucoup de beau monde. Donc, on prêche en même temps le détachement, la lumière, mais on marche qu'avec des gens qui sont très haut placés et très puissants. Ça sent encore une fois très fortement les francs-maçons. Et d'ailleurs, donc on va dans les hautes sphères, vous avez 95% de francs-maçons. Donc statistiquement parlant, déjà, on est à fond dans les francs-maçons. Alors que Omram présentait toujours la franc-maçonnerie, si vous y mettez un pied, vous brûlerez votre âme totalement pour de nombreuses réincarnations. Ah ouais, mais quand on n'a pas peur, on n'a pas peur. Hein. Il ne donnait à Nadine que de furtifs rendez-vous pour leur entretien initiatique. Vestale ou Bacchante. Péir, pendant ce temps, ne cessait d'agir. Il avait établi que les danses panrythmiques auxquelles Ivanov conviait les jeunes sœurs de 12 à 17 ans dans le grenier de la rue Jeanne d'Arc, si elles étaient un hommage à la beauté, narguaient un peu la pureté, s'inspiraient un peu trop du Kama Sutra, un livre qui ne se vend que sous le manteau. On est en Une 1947. trentaine de filles, seulement vêtues d'une brève tunique, évoluaient en cadence, sous l'œil connaisseur d'Ivanov, affalées sur un trône, coiffées d'une tiare dorée et drapées d'une vaste tunique blanche brodée d'or,
sous laquelle il est nu. Enfants, dénudez votre poitrine, que je vois battre vos jeunes cœurs. Puis enfin, ôtez vos tuniques, afin que vos corps s'épanouissent sans voile. Et le mage raspoutinien arrêtait la danse, descendant à pas comptés de son trône, et venait parmi les catéchumènes, palpant ici une gorge, plus loin une hanche, puis choisissant 4 danseuses, il leur ordonnait de venir chez lui, rue de la Monesse, le lendemain. À l'heure dite, cœur battant, les 4 enfants arrivaient, et sur l'ordre du mage, dépouillaient tous leurs vêtements. Après leur avoir fait jurer par serment solennel de ne rien révéler de l'initiation suprême, Ivanov apparaissait, nu, et, après un échange de caresses, il prétendait à l'élu de la cérémonie qu'une source éminemment profane serait, pour elle, une fontaine de jouvence. Une source éminemment profane. Ça, c'est bien jeté quand même. Hein. C'est bien jeté. Alors le coup de faire jurer comme ça, en y attachant l'âme, la lumière, les gens y croient complètement. Ils sont complètement capturés par le mage cosmique, blablabla, et ils y croient complètement. Ça, c'est clair. Ils peuvent absolument pas éviter. Et d'ailleurs, plus tard, puisque moi j'ai rencontré directement des filles qui ont vécu toutes ces choses-là, bien après la prison, bien après tous ces événements-là, où c'était plus simple. Hein. C'était une gamine qui allait chez lui et puis il lui demandait de danser. Hein. C'est quand même extraordinaire parce que ces filles que j'ai rencontrées, ce sont des victimes en 1970, environ 60-70. Elles ne connaissent absolument pas l'histoire d'avant. Officiellement, il a été en prison parce qu'il avait violé 40 femmes et il rigolait là-dessus, il plaisantait. N'empêche que, quand moi je prends mes témoignages après, il demande toujours à ses filles de se déshabiller et de danser. Puis après, il prend des photos et après, il s'occupe d'elles. Voilà. Jusqu'à quel point est-ce qu'il s'occupe d'elles, je n'ai jamais pu savoir parce que les filles étaient tellement traumatisées qu'elles ont toujours refusé d'aller plus avant. Mais je sais que certaines d'entre elles m'ont dit, pour la première fois de ta vie, quand tu embrasses un homme, tu es embrassé par un grand maître lumineux et ceci te protégera toute ta vie. La source, truc machin, c'est quand même bien le même genre. Hein. En psychiatrie, on est à fond dans une obsession. Je suis tellement merveilleux et divin que tout ce que je touche, c'est parfait. Tenez, vous voulez un petit peu de ma merde parce que c'est de la merde divine aussi. Le mec n'a peur de rien, quoi. Il est vraiment dans son rôle à fond. Et, se tournant vers les autres, il l'ajoutait. Vous aurez votre tour une fois prochaine. Peir réussit à identifier une vingtaine d'initiés. Il parvint à en convaincre 17 d'aller quai de l'horloge, raconter leurs aventures. C'est la police. L'ascendant d'Ivanov sur elles et leurs parents était tel, leur foi dans le serment de garder le secret si forte, que les pauvres filles n'osaient rien dire, et le commissaire, Michel et l'officier de police Barat eurent toutes les peines du monde à faire décrire les scènes ahurissantes de la pseudo-initiation aux jeunes victimes qui, dans leur innocence, n'avaient vu là rien d'impur. Le juge d'instruction courtois en savait assez pour ouvrir une information et délivrer un mandat d'arrêt contre Ivanov. Restait à l'arrêter. La blonde Nadine parvint, en lui promettant sa fortune en échange de la suprême initiation, à arracher à Ivanov un rendez-vous à Sèvres, rue de la Monesse. C'était le 22 janvier. Peir y fut sur ses talons, accompagné du commissaire Susini et de l'inspecteur principal Maurer. Les policiers arrivèrent comme la blonde Nadine, vêtue de sa seule beauté, allait être initiée. Comme, virgule, la blonde Nadine vêtue de sa seule beauté. Parce qu'on a l'impression que les flics arrivent nus. Non, non, c'est cette Nadine qui est nue. Le lecteur est pas grandiose, c'est clair, hein, je vous l'avais dit. Au suprême secret, par le maître sans voile. Le Bulgare ne tiqua pas. Il leva seulement les bras au ciel et d'une voix caverneuse laissa tomber ces mots. Le piège était fort habilement tendu, messieurs. Permettez-moi de vous féliciter. Au juge courtois, il dit simplement: ces pauvres enfants sont un peu folles.
Elles n'ont pas compris que je voulais seulement les affranchir du péché. La majorité des fidèles de la grande fraternité blanche a, d'ailleurs, gardé sa foi en Ivanov. Sœur Stella et frère Jahan se refusent à croire aux aveux du maître, dont ils continuent l'œuvre avec constance. Et, l'autre matin, à l'aube, rue de la Santé, les agents durent disperser une vingtaine de jeunes sœurs qui, si elles n'arboraient pas la tunique courte, n'en chantaient pas moins, avec foi, au pied du mur de la prison. Ô frère Michael, notre maître, les méchants vous ont enfermés, mais notre amour est avec vous, et votre esprit, toujours libre, guide notre route. Bon, là, franchement, quand il y a un mec qui se fait arrêter par la police et tout, ok, c'est pas une preuve, hein, il peut y avoir aussi des faux coups et des fausses accusations. Mais enfin, personnellement, j'aurais quand même un petit doute, quoi. Si j'entends parler de plein de femmes qui témoignent de viols, etc., il y a comme 40 femmes qui ont porté plainte officiellement. Donc, si vous voyez des gens, alors qu'il est en prison, qui vient d'être arrêté, qui chantent «Oh, frère Michael, notre maître», blablabla, il est clair qu'il a qu'à claquer des doigts, elles sont à poil pour baiser avec lui, c'est clair, je veux dire. C'était la même chose avec Claude François ou toutes les stars de la musique ancienne ou récente aujourd'hui. Hein. Je connais bien ça aussi dans le monde artistique. Quand une star est une star, il peut avoir qui il veut. C'est un fait de société, quoi. Donc, voilà, on est dans cette situation, clairement. Je continue. Yves Noël. Ah, c'était fini. Je pense que c'est tout. Yeah. Alors, pour finir maintenant sur l'histoire globale, à un moment, vous allez entendre une petite musique, c'est le haut-parleur qui s'éteint. C'est pas trop moche, donc prenez-le avec positivisme. Donc, Mikhail Ivanov, il va être condamné à plusieurs années. Mais même ça, c'est très difficile à trouver. Mais il va rester 2 ans, mais il n'est pas condamné que à 2 ans. Il est condamné à plus. Pourtant, il va sortir au bout de 2 ans. Et en faisant des recherches, je n'arrive pas à trouver pourquoi. Alors, Papa Omram, lui, il a toujours présenté que toutes les femmes ont retiré leur plainte. C'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge, encore une fois. Il en est resté un certain nombre. Donc, ça, c'est absolument faux. Et au moins, cette Nadine, c'est sûr qu'elle, puisqu'elle agit directement en tant qu'agent secret de la police, c'est pas elle qui va retirer sa plainte après, puisqu'elle, c'est pas une disciple. C'est vrai que bon nombre de disciples ont pu être poussés à parler et après à retourner leur chemise en disant non, non, finalement, je le voulais, parce que sous l'influence de tout le monde, c'est clair que j'imagine largement qu'une majorité ont retiré leur plainte. Mais c'est tout de même pas suffisant pour être libéré. Euh, il va raconter, Mikhail Ivanov va raconter que quand il est mis en prison, on le met dans une cellule avec un espèce de géant monstrueux, super violent, et que grâce à son aura et son magnétisme, il va le transformer en petit agneau. Et quand il est libéré, au bout de 2 ans, il sort avec au bras, si je puis dire, enfin, le directeur de la prison l'accompagne dehors, en glorifiant Mikhail Ivanov et en disant qu'il est merveilleux, fantastique, ce que jamais un directeur de pénitencier ne ferait, parce qu'à la limite, il n'en a rien à faire des cas qui sont dans les prisons. Ils s'en fichent totalement. C'est de l'administration et rien d'autre. De surcroît, ce que je sais de source sûre, c'est que quand Ivanov sort de prison, il est tenu à résidence. Puisque sur Stella, Blagost, Jean m'ont raconté qu'il faisait barrière aux personnes de l'administration qui venaient vérifier en disant vous viendrez à cette heure-là, c'est pas vous, jeune merdeux qui allez réveiller un maître, etc. etc. Donc on voit l'adoration absolue, mais on voit aussi qu'il y a des gens qui viennent pour vérifier si oui ou non il est bien dans le domicile où il doit être. Et cela durera un certain temps que je ne connais pas. Mais
vous voyez que la présentation, c'est que n'importe qui va en prison, sa vie est détruite. Lui, il va en prison, il en ressort encore plus grand, encore plus merveilleux, avec des histoires fantastiques, avec des filles qui chantent en dehors de la prison, Frère Michael, notre maître, etc. Donc déjà, c'est pas Frère Michael, c'est notre maître. Hein. Avant d'être maître Omra, il est déjà maître Omra. Il a donc passé un sale quart d'heure avec ce maître mondial de la fraternité, de je sais pas trop quoi. Son nom commence par homme et deuxième partie ou deuxième nom présenté, c'est Maha. Or, il faut que vous sachiez que Omram va aller en Inde et qu'en Inde, il va être reconnu par des sadis qui vont l'appeler et lui dire que son nom magique c'est Omram. C'est qu'il y a encore un mensonge, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a lu des écrits hindous quelque part où on dit qu'il y a un personnage extraordinaire qui apportera l'âge d'or et que ses initiales sont OMA. Lui s'appelle Mikhail Ivanov avec un I. Et pas de problème, il ne va pas se dégonfler, puisque c'est que lui qui peut sauver le monde. Et bien il va dire que des sadis lui ont donné le nom Omram, Mikhail, et sans le justifier en quoi que ce soit, il va changer son nom de Ivanov en Ivanov. Il va rajouter un A, alors que son nom c'était Ivanov. Et tout ça, ça va être assimilé. Le nom va être complètement absorbé. Tout passe d'une façon vraiment fantastique, parce qu'il a perpétuellement un entourage autour de lui, franc-maçonnien, qui le protège, franc-maçon, qui le protège et qui permet d'accomplir tout ce qu'il veut. Je pense que les francs-maçons derrière ont l'intérêt d'avoir le contrôle sur beaucoup de gens. Il faut savoir que Prosveta, qui est la boîte d'édition de Omram, c'est quand même dans le monde, me semble-t-il, la plus grande boîte d'édition spirituelle. Ésotérique, je crois, voilà. Ils éditent en 30 ou 40 langues, enfin c'est extrêmement impressionnant. Je connais très bien Prosveta, et je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui disparaît, comme il y a beaucoup d'argent qui disparaît au bon fin. C'est une tradition que d'avoir été un peu partout, où on voit partout des hémorragies financières. Hein, ça me rappelle Macron. J'ai les 100 milliards, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai oublié. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que le maître du monde qu'il a mis dans une situation très merdique, puisqu'il va fuir à Lyon, après il va revenir à Paris, enfin il tourne, quoi. Il a éclaboussé un petit peu trop. C'est Om, je ne sais plus trop quoi, Maha, blablabla. Om, Maha. Om, Aham, avec deux A, comme Maha. Et il va rajouter le R au milieu, peut-être qu'il y a une signification pour lui, peut-être que c'est juste phonétique. Et voici qu'est né Omram. Omram. O-M-R-2-A-M. Qui vient du nom du maître de la fraternité, le maître du monde, de la fraternité, de la Gartha, et ainsi de suite. C'est normal. Il a besoin de s'inventer. Donc les sadis, allons-y gaiement. Pour le sadique qu'il est, ça me paraît logique. O même âme, c'est quand même les deux choses qui commencent le nom de celui qui l'a démasqué. Et après, Ivanov. Et c'est normal. Le maître du monde ne pouvait venir que pour reconnaître qu'il était le Messie. Après, il va en Inde et il trouve des écrits avec les initiales OMA. Bah oui, ça peut être que moi. Ça peut être que moi, donc allez, on change le nom complètement. Vous avez le droit de changer le nom. Moi, j'utilise toujours un surnom parce que j'aime pas mon nom ni mon prénom. C'est pas un crime. Mais quand on prend un nom pour justifier qu'on est le maître, le sauveur de l'humanité, bah finalement, il est mort, il a rien sauvé. Hein, je veux dire, en plus. Donc, que ce soit ses prédictions par rapport à lui, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Si ce n'est des gens qui l'ont suivi pour se faire baiser dans tous les sens du terme, financièrement
et aussi physiquement. Et en plus, je le sais en ayant discuté avec des victimes de ce personnage, que donc on voit quand même plein de trucs qui vont très bien dans le profil. Donc il convoque des jeunes filles, enfin une jeune fille, à ma connaissance c'était une jeune fille, il lui demande de se déshabiller et de danser. Je suis désolé, mais avec les accusations de 1947, ça colle quand même super bien. Quoi, ça veut dire que Omram, il a fait exprès de suivre les accusations parce qu'avant il ne l'avait pas fait, alors maintenant il le fait. Franchement, je veux dire, si on réfléchit un petit peu. Donc, il leur demande de danser, puis il prend des photos. Ah oui, ça c'est le modernisme. En 1947, c'était plus compliqué. Ça se passe en 60, 70, les derniers 75, dans ces eaux-là, 76. Et déjà, il a la patate, hein, parce qu'il a quand même 76 ans. Bravo. Pour la libido, bravo. Et après, donc, il a cette cérémonie d'embrasser ou plus, mais toujours avec ce speech. Comme c'est présenté en 1947, ce que je donne transforme votre vie totalement. Une fontaine de jouvence, une transformation, une protection à jamais. Encore une fois, il copie les accusations de 1947. Donc peut-être qu'il est traumatisé et qu'il est obligé de suivre les accusations de 1947, mais c'est pas très logique quand même. Il faut reconnaître que ça sent le même scénario. Et de surcroît, quand ces gamines arrivent à 20 ans, 24 ans, elles arrivent et elles disent moi je voudrais savoir ce qui s'est passé quand même. Parce que là je suis complètement traumatisé, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Et là, Papa Omram va réussir à tourner la famille contre la fille. Je ne sais pas si vous réalisez, moi vous touchez ma fille, mais je vous coupe en petits morceaux. À la hache. Morceau après morceau, quoi. Je veux dire. Là, il va parler aux familles et les familles vont se retourner contre l'enfant. Et Omram va expliquer qu'elles inventent cette histoire, que ce sont des entités diaboliques qui l'habitent et qui leur font croire des choses qui ne sont jamais arrivées. Parce que c'est pas possible, il est trop divin, trop magique, trop fantastique. Et effectivement, ça marche. Les gamines qui ont été utilisées sexuellement se retrouvent chassées dehors du Bonfin, qui était quand même le village dans lequel elles ont grandi, qui était très cool, très mignon, et surtout la famille. Elles perdent tout. Elles ont perdu leur pureté, mais elles ont perdu aussi un peu plus tard, quand elles cherchent des explications. Donc ça va savoir ça. Et après, il y a plein de filles qui se disent, il vaut mieux pas la ramener. Il vaut mieux pas la ramener, même si j'ai été utilisé, même si je sais. On n'a pas compris, c'est quelque chose de magique, car le sexe humain est très moche et très noir. Donc en fait, le maître Omram fait une transformation magique extraordinaire, elle purifie les gens. Faut le faire quand même. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde hein, d'agencer les choses comme ça. C'est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Euh, donc il arrive à tourner les choses où il y a toujours cette pureté absolue. Hein, et où toute chose qui pourrait toucher la lumière se retournera contre celui qui agit contre la lumière et en brûlant son âme. Donc c'est très très grave. C'est pas grave de se faire baiser quoi physiquement quand on a 12 ou 14 ans. Par contre de perdre son âme, ça c'est quand même très mal. Hein. Donc souvenez-vous, jamais de médium, parce que les médiums ils lisent uniquement le bas astral et c'est très très mal, alors qu'il envoie Blagost perpétuellement. Allez voir les médiums du monde entier, elle me l'a raconté dans tous les détails. Et donc après, Omram disait j'ai eu telle révélation, j'ai eu telle vision, alors qu'en fait c'est Blagos qui lui avait donné, en ayant été voir tel ou tel médium. Faut oser quand même, hein. Mais c'est vraiment un mec qui s'est orchestré et qui sait prendre les gens où ils se trouvent et les tourner de telle façon c'est un type qui a toujours raison, c'est le pur pervers narcissique, qui marche avec les francs-maçons. Évidemment, un jour, si vous allez dans une certaine loge, je ne la connais pas, et que vous êtes assez haut placé dans la loge, vous allez découvrir que Omram, c'est un espèce de petit caniche des francs-maçons.
Donc, c'est vrai que faut surtout pas que vous alliez vers les francs-maçons. Donc, tout disciple de du Bonfim, c'est automatiquement, ouf, la franc-maçonnerie, c'est absolument diabolique, alors qu'il est clairement entouré par des francs-maçons. Et c'est pour ça qu'il a un tel succès. C'est pour ça qu'il passe à travers les mailles du filet d'une façon extraordinaire. Vous avez un livre qui s'appelle La vie des maîtres de Spadling. J'ai oublié son nom, je pense que je l'écorche, j'ai oublié. Spadling. Et Maître Omram, il détestait ce livre en disant c'est ridicule, les maîtres, ils boivent pas, ils dorment pas, et apparemment ils sont présentés comme des surhommes. Et donc il trouvait ce livre ridicule. En attendant, lui, c'était le sauveur de l'humanité quand même. Hein. Il était en contact astral et ainsi de suite avec les maîtres du monde, avec l'Agartha. Mais le livre La vie des maîtres, ça c'est vraiment n'importe quoi. Et dans La vie des maîtres, moi j'ai commencé à le lire un moment. J'ai pas été au bout, peut-être qu'un jour j'irai au bout, mais c'est pas non plus passionnant. Il parle de la fraternité blanche, même peut-être de l'Auguste ou de la grande fraternité blanche. Et il parle de cette fraternité blanche qui est la réunion de tous les gens de bonne volonté qui veulent agir dans le monde. Mais ça fait de l'ombre au grand maître Omram Mikhail Ivanov à la tête de la fraternité blanche universelle. Euh, Puisqu'il a annihilé totalement dans sa psychologie la fraternité de Bulgarie. Étrangement, quand la fraternité de Bulgarie va reprendre du poil de la bête, parce que la Russie va s'écrouler, enfin l'URSS va s'écrouler, et très rapidement la Bulgarie va remonter une fraternité blanche universelle très bien portante, reconnue par le gouvernement, ils font des concerts qui passent à la télévision, etc. etc. Là, à ce moment-là, Omrams, ou la fraternité, peut-être qu'il était déjà mort, mais la fraternité se rappelle que le maître Peter Donov est un grand maître, ce qui n'était absolument pas le cas avant, et on retourne vers la fraternité de Bulgarie. Pourquoi? Parce que la fraternité de Bulgarie, elle augmente, tandis que la fraternité de France, elle s'écroule. Parce que vous avez l'ADFI derrière, Association de défense pour la famille et l'individu, qui leur court après, qui leur crée des problèmes, plus tous les trucs qui existent contre les sectes. Et là, il faut bien dire qu'avec Omram, en tant que gourou, là, on fait très fort quand même. Donc, encore une fois, l'argent disparaît. Encore une fois, on retourne sa veste pour un oui, pour un non. C'est un profil perpétuel. Il y a une nièce, si je me souviens bien, de Omram, qui vit aussi au Bonfim. Et au moment de la Russie encore, il y a deux Bulgares qui ont réussi à se barrer de la Bulgarie, ce qui n'est pas évident hein, parce que c'est un truc russe, enfin de l'URSS, et ils arrivent jusqu'au Bonfim. Et au Bonfim, là, ils demandent l'hébergement en disant on a entendu dire qu'il y avait un Bulgare qui avait réussi. C'est pas mal, c'est une bonne description, je suis assez d'accord. Il a réussi. Et c'est la nièce qui y va. Peut-être que c'était déjà après la mort d'Omram, je ne me souviens plus. Elle y va, elle leur parle, bah forcément ils discutent en bulgare, elle leur dit bon bah attendez, bougez pas, restez à la porte, on s'occupe de vous. Effectivement, ils se sont occupés d'eux, parce qu'après la police a débarqué pour les embarquer. Ah, fraternité blanche universelle, les petits copains, je veux dire, avec les gens qui se suicident, avec tous ces mensonges, la pédophilie. Moi, je pourrais admettre que il y a un mec qui se prend pour un grand maître et qui dit qu'il ne faut pas baiser, et puis il se force à pas le faire lui-même. Puis à un moment, il est avec une gamine de 18-19 ans, puis il craque, il lui saute dessus. Je dirais, c'est pas moral, mais je dirais humainement parlant, ça se comprend. Mais là, on parle pas de ça. Hein. On parle de cérémonie magique. Le mec qui chie sur la panorhythmie, c'est clair. Et d'ailleurs, après son emprisonnement, il ne dansera jamais la panorhythmie. Il expliquera que s'il danse la panorhythmie, ça créera des jalousies, etc. Mais enfin, il n'avait pas peur des jalousies pour sélectionner des jolies jeunes filles. Hein. Ou d'autres filles qu'il a invitées ensuite chez lui. Donc, en fait, je comprends. Pour lui, la panorhythmie, c'était autre chose. Donc la panorhythmie classique, en dansant sincèrement, en s'engageant complètement dans le truc, ah bah ça c'est embêtant quand même.
Et puis, la paneurythmie, c'est une invention du maître Peter Denov. Mais après le départ de Mikhail Ivanov, eh bien, le maître Peter Denov va inventer les rayons du soleil et le pentagramme. Donc la paneurythmie, ce n'est qu'une petite partie de la danse. Et pourtant, euh, avoir choisi Isgrève, la grande fraternité blanche universelle, les levées de soleil, et tout l'enseignement de Peter Denov, eh bien, les rayons du soleil et le pentagramme, ça, c'est pas intéressant. C'est quand même aussi très paradoxal. À la fin, quand, je pense que c'est après la mort de Ivanov, ils vont même, Prosvetov va publier un livre qui s'appelle Hommage au maître Peter Denov. Ben, je peux vous assurer que quand moi je suis arrivé, et tous les gens du Bonfin le savent parfaitement, c'était absolument pas le cas. Hein. Le maître Peter Denov, c'est pas un vrai maître. Et moi, je leur disais toujours, mais attendez, comment un maître, le maître Omar Mikhail Ivanov, peut être un maître s'il n'a pas lui-même eu un maître? Ah non, mais Peter Denov, c'était un charlot, c'était rien. Non, c'est pas sérieux, Peter Denov. Ben, Omar Mikhail Ivanov, ah ça, oui. Et ça a toujours été le cas ainsi, tant que le Bonfin français, à Fréjus, avait le pouvoir. Les autres étaient en URSS ou se reconstruisaient après l'URSS, c'était très faible. Quand les choses ont changé, Omram au maître Peter Denov. Donc voilà, honneur et dignité. Honneur et dignité. Franchement. Moi, quand j'ai rencontré Omram, j'y ai vraiment cru. Franchement. Et quand il parlait du viol des 40 femmes, il plaisantait même sur ça, en disant ah, pourquoi 40? Parce que c'est un chiffre initiatique, etc. Je me disais quel courage il a. Il a été insulté, traîné en prison, et il en plaisante. C'est vraiment un maître. Et en fait, c'est moi qui me faisais maître, mais pas avec le même orthographe. Euh, c'est quand même extraordinaire. Et moi, ce que je trouve étrange, c'est que pas mal de sectes ont été massacrées. Est-ce que ce sont vraiment des sectes dans le sens péjoratif ou des regroupements de personnes? Bon, on pourra en reparler. Je veux dire, les témoins de Jéhovah, finalement, c'est des chrétiens très purs, très obsédés, très bloqués. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment une secte? Dans ce cas-là, oui, peut-être c'est une secte, mais dans ce cas-là, l'Église aussi, c'est une secte. Parce que ils ont à peu près les mêmes trucs, si ce n'est qu'ils sont un peu en retard de 40-50 ans, quoi. Et il y a beaucoup de groupements qui sont fait massacrer. Et le Bonfin, il a toujours été protégé. Ils continuent à vendre leurs livres. Le Bonfin, il y a bien moins de monde qu'avec le Maître, mais il y a quand même, ça tourne. Hein. Ils ont même encore récemment racheté des forêts. J'y suis passé il y a peu de temps parce que j'ai un ami qui vit au Capitou, qui sont des villas qui sont juste à côté du Bonfin, qui touchent le Bonfin. Donc il y a des forêts dans lesquelles j'allais courir avant pour m'entraîner dans les arts martiaux, qui aujourd'hui sont grillagées, ont été rachetées par le Bonfin, alors qu'avant ces forêts n'appartenaient absolument pas au Bonfin. Donc ça veut dire que ça grandit encore. Ils se portent très bien. C'est étrange quand je vois la puissance. Alors évidemment, ils ont pris une claque parce que vous avez tout l'endoctrinement de la société qui dit méfiez-vous si on parle de ceci, si on fait pas ça, si c'est une secte. Donc c'est vrai que le travail bonfinois est beaucoup plus difficile. Je dirais qu'il y a à peu près 50% des gens qui sont partis. Maintenant, peut-être qu'ils sont revenus petit à petit. Puis bon, il n'y a plus le maître vivant qui fait ses discours. C'est plus que des trucs filmés, enregistrés. Parce que le Bonfin, c'est que ça. Regardez des films du maître tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, comme il a parlé pendant, je sais pas, 25 ans devant une caméra, y a du stock quand même. Plus plein d'enregistrements, plein de speeches qui étaient juste enregistrés. Là, il y a un speech de 30 ou 40 ans. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas à court de conférences. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en ayant travaillé au Bonfin, quand vous êtes au Bonfin, que vous travaillez, que vous commencez à connaître des gens, vous avez accès à la bibliothèque secrète du Bonfin. Donc ce sont des très vieilles conférences qui sont juste photocopiées comme ça, qui ont été tapées à la machine à écrire il y a très très longtemps. Et dans les vieilles conférences, c'est vrai, moi,
quand j'y étais et que j'y croyais, je disais, ah, les vieilles conférences étaient beaucoup plus mystiques, on parlait de l'Agartha, on parlait de trucs magiques, tandis qu'après, petit à petit, ça s'est quand même calmé. Et donc j'adorais aller dans cette bibliothèque un peu secrète, juste pour les bénévoles et certaines personnes du bon fin. Mais en fait, une fois que j'ai découvert tous les secrets de Papa Omram, en tant que pervers narcissique, euh, les vieilles conférences confirment totalement tout ce que j'ai pu lire dans les vieux articles de journaux. Confirment absolument aussi, je veux dire, les filles que j'ai connues et qui m'ont témoigné, confirment à 100% tout ce qu'on peut lire dans les articles de journaux. Donc voilà, c'est l'ensemble des choses qui quand même cumulent beaucoup de choses qui vont être difficiles à nier. Alors, pour finir, je vais finir avec un paradoxe. C'est que il y a pas mal d'écrits du maître Omram qui sont pas mal. Parce qu'en fait, ça vient que du bon fin, de Peter de Nov. Alors, si vous sautez, moi je suis un dieu, et tout ce qu'il y a sur le cul, qui est complètement euh, hyper tabou, c'est mal de s'embrasser, de prendre telle position, de faire ceci, de faire cela, alors que lui se tapait des partous à quatre nanas avec lui, et des gamines. Donc le mec a pas peur. Mais le reste, quand il parle des chakras, quand il parle... Ben, c'est pas un super niveau, mais c'est pas faux ce qu'il dit. Mais il a raison. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc il prend un véritable enseignement qui vient donc du maître Peter de Nov. Après, il a pris quelques petites légendes à droite à gauche, un peu de cabale, un peu de... Et il fait un mélange comme ça assez attrayant. Et grâce à ça, il a eu un pouvoir total jusqu'à la fin de sa vie. C'est tout. Et il y a une sœur qui voulait absolument lui construire une grande maison. Donc il a accepté. Et la sœur s'est ruinée. Elle a payé jusqu'au dernier centime qu'elle avait pour que la maison soit complètement construite. Et quand Omram est arrivé là-dedans, il a dit, il n'y a pas de rideau ou j'aime pas les rideaux, je ne sais pas. Et la femme n'avait plus 1 euro, ou 1 franc en ce temps-là, pour payer les rideaux. Elle a donc pris les rideaux de sa maison, qu'elle a enlevés pour les mettre dans la maison de Omram, qui a dit, ah oui, j'aime bien ces rideaux, c'est bien. Je ne sais pas si je suis super inspiré. Euh, je me comporte pas comme ça. Je veux dire, je prends un maximum, je prends le cul, je respecte pas les gamines. Après, je détruis leur vie quand elles osent la ramener pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Euh, et des filles totalement traumatisées. Il y a plein de filles qui m'ont raconté. Moi, depuis que j'étais avec Omram, j'ai eu mes menstruations qu'à 20 ans, où mes seins n'ont pas poussé. Enfin, elles sont restées totalement traumatisées. Mais c'est normal. Vous imaginez, moi, la première fois que j'ai vu Omram, je voyais presque le Père Noël. Il avait aussi une façon de marcher qui était un peu Père Noël. Vous imaginez, vous allez voir le Père Noël, et puis bon, allez, à poil, allez, je te retourne, je te baise. Il y a de quoi être traumatisé quand même. Hein. Vous attendez pas ça du Père Noël ou d'un maître de lumière. Donc évidemment que les traumatismes sont gigantesques. Et quand, après tout un protocole énorme pour se libérer, elles vont à un moment dire je voudrais comprendre, elles se font massacrer par leur propre famille qui devrait les défendre et par la fraternité. Fraternité qui est donc pas du tout une fraternité. Hein. Voilà. Ça, c'est une bonne psychanalyse de Papa Omram. Franchement. Parce qu'en fait, tout ça, ça paraît science-fiction, mais il faut étudier les pervers narcissiques. Sur Internet, vous allez trouver plein de trucs sur les pervers narcissiques. Étudiez et vous verrez que Omram, il a complètement le profil du pervers narcissique qui a eu beaucoup de chance avec l'appui involontaire de Peter de Nov derrière parce qu'il arrive détenteur de l'enseignement du bel Peter de Nov. Après, il est en contact avec l'Agartha. Après, même quand il va en prison, c'est un grand dieu qui transcende tout. Le type tourne tout à son avantage. Tout à son avantage, perpétuellement. Et il y a ce secret absolu. Par exemple, Blagost, moi c'est parce que je l'ai bien connue, j'ai souvent été chez elle, qu'on a souvent discuté, qu'elle a fini par me raconter l'histoire des médiums. Mais c'est le genre de truc que pratiquement personne ne dit. Personne. Et si vous prenez les livres de frère Jean, je crois qu'il a écrit un livre avec sœur Stella,
bah c'est pareil. Lisez les livres et vous verrez, il n'y a pas un mot de critique, il n'y a pas un mot de doute par rapport au viol, alors qu'ils étaient là, bordel. Ils étaient présents. Je ne dirais pas qu'ils étaient présents dans la partouze, je ne me permettrai pas ça, parce que je ne connais pas l'envie ni rien. Mais c'est clair que quand même les flics savent, même Peter Denov de l'autre côté en Bulgarie, il sait, que même le type qui arrive des États-Unis, qui est un grand maître, il sait aussi qu'il y a tout ça. Me dites pas que Jean ou Stella ne le savaient pas. Mais bon, j'ai vu des victimes de pervers narcissiques qui racontaient des trucs, mais totalement hallucinants, déroutants, tellement ils ont accepté. D'ailleurs, on appelle ça le pervers narcissique passif et actif. Pervers narcissique actif, c'est le pervers narcissique. Le pervers narcissique passif, c'est celui qui va accepter l'attitude, les caprices, les chantages, les violences du pervers narcissique actif. Donc petit à petit, on tourne notre psychologie pour plaire et survivre au devant de ce monstre, quel qu'il soit. Et on appelle ça le pervers narcissique passif, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à ce traitement. Eh bien, la fraternité, c'est un groupe énorme de pervers narcissiques passifs. Et on peut sourire, mais c'est très difficile d'effacer au pervers narcissique, d'échapper au pervers narcissique. C'est très très difficile. Parce qu'ils sont super puissants, ils sont super persuasifs, et ils sont super cool, comme je vous disais par rapport à ce Mathieu, qui est là, qui hypnotise les gens, parce qu'il hypnotise les animaux. Et moi, je l'ai vu avec les animaux. Ce qu'il fait, c'est fantastique. Et ses speeches sont fantastiques. Et quand il joue de la musique, c'est fantastique. Ça peut être des percussions ou la guitare. C'est fantastique ce qu'il fait. En plus, c'est un MacGyver. Il peut réparer n'importe comment, n'importe quand il veut. Mais au bout du compte, il a quand même un immense terrain. Il a 3 maisons. Il avait 6 voitures quand j'étais là, dont une 4x4. Alors qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, avec une nana 15 ans plus jeune que lui, en gros, et lui qui est à la tête de tout ça. Et si on dit quoi que ce soit, paf, il attaque en justice immédiatement. Je suis sûr, je donne son nom de famille, le nom de l'association, comme sa sœur est avocate, qu'elle travaille toujours avec lui, eh bien, ça agit tout de suite. D'ailleurs, moi, j'ai eu une plainte de ce type un jour parce que justement, j'avais commencé à raconter des choses. J'étais à la police, puis après, j'ai dit, mais attendez, son avocate, c'est sa sœur, donc elle est très subjective. Et le flic, il a souri, il a dit, parce que vous connaissez un avocat qui ne soit pas subjectif, vous? Et oui, vous avez raison, ouais, c'est vrai. Donc, voilà, le système est comme ça, et effectivement, on a le droit d'utiliser sa sœur comme avocate. Donc, en France, les francs-maçons, 90% du système judiciaire est franc-maçon, par exemple. Donc, si vous êtes vous-même franc-maçon à un certain niveau, vous avez un problème, vous allez être très protégé. En Angleterre, c'est exactement la même chose, sauf que les personnages doivent déclarer leur appartenance à la franc-maçonnerie. Et il est interdit à un avocat ou à un juge de traiter l'affaire d'un franc-maçon. Ils doivent passer par les 10% restants des juges et avocats qui ne sont pas francs-maçons. Au moins, ça me paraît équilibré. Alors, imaginez, en France, c'est votre sœur qui porte plainte pour vous. Alors, évidemment, je veux dire, elle est motivée, elle prend les choses très personnellement. Donc, elle travaille pour lui, et comme ça, sa sœur, elle ne se fait pas payer. Tous les gens autour de lui travaillent pour l'association pour les animaux. Et quand vous entendez ça, vous dites, mais c'est pas possible. Ben, moi, j'ai trouvé qu'il était très brave, qu'il faisait des trucs merveilleux pour les animaux. Je pense que moi et d'autres amis, en tout, on a lâché 12 000 euros. Et on allait souvent là-bas pour travailler, pour couper du bois, pour faire ceci, pour faire cela. Donc il avait toujours 3-4 personnes qui travaillaient. Et quand vous écoutez ça, vous dites, mais t'es con, quoi. Mais si on a envie d'une autre vie, on doit aider les gens qui nous semblent agir dans ce courant. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Parce que les pervers narcissiques ont une façon de penser qui est tellement hors de notre système de pensée qu'on ne peut pas imaginer. Je vais vous donner une dernière image que je donne souvent. Il y a quelqu'un, c'est une image, mais je pense que ça... Il y a quelqu'un qui vous invite à manger. Donc vous dites, ah, peut-être que c'est un escroc. Donc vous renseignez,
Mais non, apparemment, c'est pas un escroc, non, non, non. Donc vous dites, bon, c'est un truc sexuel. Vous renseignez, bah, non, 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 il n'y a rien sur le sexe autour de lui. Bon, bah, c'est une secte. Vous renseignez, bah, non, non, il n'y a rien, vous trouvez rien. Donc finalement, vous y allez, parce que vous dites, bon, là, je vais vraiment chercher tous les trucs. Et c'est quand vous allez manger là-bas que vous allez vous apercevoir qu'il est cannibale. Ce que je veux donner comme idée, c'est que ce sont tellement des cannibales, ces gens-là, qu'ils vont largement au-delà de ce qu'on peut imaginer dans les mensonges, dans les manipulations. Et ils y arrivent complètement. Et encore aujourd'hui, il est mort en 86, donc ça fait 35 ans, un peu plus même, presque 40 ans, c'est quand même extraordinaire. Il est toujours protégé. Hein. Et l'autre fois, j'ai demandé à ChatGPT et il m'a présenté le bon Omar Mikhail Ivanov en disant oui, il y a eu des suspicions, il a séjourné très peu en prison, mais tout a été enlevé. Même ChatGPT, dans les mémoires auxquelles il a accès, il n'y a rien d'enregistré. Demandez-lui d'autres choses, il connaît tous les détails. ChatGPT va critiquer le professeur Raoult, mais ne va pas critiquer Omar Mikhail Ivanov. S'il n'y a pas des appuis très forts par derrière, avec des intérêts financiers très intéressants, il faudra m'expliquer ces miracles, parce que le pauvre païen que je suis devenu aimerait bien comprendre le but du jeu par derrière. Donc même le nom Omram vient de sa vengeance contre un maître qu'il a niqué. Donc c'est ça, son retour. Je veux dire, c'est pas un problème. Moi je m'appelle Alfred, et le prochain Jésus-Christ s'appellera Christophe. Et je dis non, non, mais Alfred, en hébreu, ça se dit Christophe. Voilà, donc je suis Christophe. Et je suis effectivement celui qui va sauver le monde. Il faut oser quand même, hein. Il faut oser, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc il faut bien comprendre que c'est une façon de penser qui n'a rien à voir avec votre façon de penser. Encore une fois, toutes mes excuses pour le lecteur. Ah oui, il y a une dernière chose que je dois présenter, évidemment, j'avais oublié. Dans l'article que vous allez avoir, donc toutes mes excuses pour le lecteur, qui n'est pas très doué, mais je vais quand même vous mettre l'article. Et qu'est-ce que vous allez voir dans l'article? C'est la photo du maître Peter Denov. Moi, si j'avais fait quelque chose, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit, et que la photo de mon maître innocent apparaisse dans les journaux avec des affaires de pédophilie, mais je serais couvert de honte, je courrais à mon maître pour présenter mes excuses, ou les gens qu'il connaissait, ou sa famille. Je ne l'ai jamais, Omram n'a jamais dit un mot sur le fait que le visage de son maître a été exposé dans les journaux parisiens parce que lui s'envoyait en l'air avec des nanas. C'est... Après tous ces détails, quand vous faites des recherches de partout, vous dites putain quand même, chapeau, le mec il a pas froid aux yeux, mais alors il a pas froid, c'est que de la glace, hein. Il n'y a pas de problème pour lui. Voilà, merci pour votre attention, je reviendrai avec d'autres choses encore plus fortes plus tard.